Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de jeu de la semaine. Tout à fait. À chacun un jeu qu'on va vous présenter. J'avoue que le tien, je le connais pas du tout. Et je suis assez curieux. Et j'ai très hâte de présenter Pentacle pour ma part. Et je pense qu'on va commencer du coup avec ce jeu. Ça te va ? Comme ça, on commence avec du lourd. Puis après, j'ai un jeu un petit peu plus léger, un petit peu plus familial. Parce que j'avais envie de le présenter. Je le trouve assez sympa. Et vraiment grand public. Alors, je pense pas que ce soit vraiment un jeu pour nous. Je l'ai fait une fois, je le referai pas forcément. Mais par contre, on a énormément, je pense, de gens qui potentiellement sont publics de ce genre de jeu. Et notamment aussi avec des enfants. C'est un jeu excellent pour les enfants. Ah oui, c'est cool. À partir de 8 ans, 7-8 ans quand même. Mais en tant qu'adulte, on s'amuse énormément. Et en tant qu'enfant, je pense que c'est très intéressant. Donc on aura 2 jeux très différents aujourd'hui. C'est cool. Un univers très dark et puis un autre avec... Tout mignon. Voilà, tout mignon. Allez, on est parti pour Pentacle ? C'est ça. C'est parti. Alors voilà, la mise en place est faite de Pentacle. Pentacle qui est un jeu de 3 à 5 joueurs pour des parties de 45 minutes environ, conseillé à partir de 14 ans et plus. Alors j'avoue que pour la thématique 14 ans et plus, je suis en mode d'accord, ils ont osé. Après, visuellement, ça va, on est d'accord. Mais après, quand je vais... quelques petites gerbes de sang. Voilà, je vais t'expliquer un peu le thème du jeu, un peu l'histoire. Et là, c'est pas du tout joyeux, quoi. Je pense que rien que là, on a compris. C'est vrai. Alors, c'est un jeu créé par Maxime Ledin, édité chez Bragelonne, et puis qui est illustré par Fortifem. Et vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. En tout cas, faut aimer le thème, quoi. Donc, dans Pentacle, vous incarnez des sorciers maléfiques où votre but sera d'invoquer le démon. Et pour cela, il va falloir faire des sacrifices de vos adeptes, gagner de l'influence pour que vos adeptes viennent dans votre secte pour ensuite les sacrifier. C'est joli, hein ? C'est joyeux. C'est très joyeux. Donc voici le plateau de Pentacle. On est clairement sur du dark. Il y a peu de choses qui ont beaucoup de couleurs, à part sur notre plateau personnel. Et le rouge. Et essentiellement le rouge, voilà, du noir et du rouge. Alors qu'est-ce qu'on a à disposition ici sur le jeu ? On a ici le plateau principal. On a des cartes ici en format tarot qui sont des gardiens. Ici, ce sont des cartes malédiction. Sur le côté, ici, ça récapitule les actions qu'on va pouvoir faire qui sont des faveurs. Et ensuite, ici, c'est notre plateau personnel. Le but du jeu, c'est tout simple. On a ici des flammes qu'on va devoir mettre sur le plateau principal pour invoquer le démon. Celui qui met ces 5 flammes en premier sur le pentacle principal et qui fait une dernière faveur pour invoquer le démon, gagne la partie. Et du coup, on peut mettre en fait plusieurs jetons au même endroit ? Pas de notre couleur. Par contre, les autres personnes peuvent tout à fait le faire. Tout à fait. Alors, c'est un jeu assez take that, où vos adversaires vont beaucoup vous... J'aime bien la version française de Take That, c'est paf dans ta gueule. Paf dans ta gueule. Oui, tout à fait. Il y a des retournements de situation, franchement, c'est très cool. Donc, sur le plateau personnel, on va voir ici en haut plusieurs choses. Ici, ça représente votre influence. Ici, on va mettre des jetons pouvoir par après, ici en ordre croissant. Et ici, vous avez vos adeptes. Sur le côté, ça récapitule les différentes faveurs, les actions qu'on va pouvoir faire. Et en bas, c'est un détail, c'est si tout d'un coup, on se fait contrer pendant la partie. Donc, comment ça va se passer ? À tour de rôle, on va choisir une des faveurs. Les faveurs sont ici, sur le côté. Avec ce jeton ici, on peut appeler ça une goutte, quoi. Le joueur actif va pouvoir choisir une des faveurs disponibles. Imaginons qu'ici, on choisisse asservissement. Toutes ces actions, comme j'ai dit tout à l'heure, sont marquées sur nos plateaux personnels également. Donc, asservissement, je l'ai ici. Au début du jeu, on a chacun 3 cartes gardiens, où on a différents types. Et quand quelqu'un a choisi sa faveur, les autres joueurs autour de la table à tour de rôle vont pouvoir contrer cette faveur.
comment ils vont pouvoir contrer? On va regarder les signes qui sont ici juste à côté. Donc là, on a une arbalète et là, une espèce de Graal. Imaginons que je sois un joueur adverse. Avec ces cartes-là, je ne peux pas le contrer parce qu'il me manque une arbalète. Si personne ne me contre, je remplis cette faveur et je gagne le jeton qui est approprié. Et je vais mettre ce jeton pouvoir ici. Par contre, imaginons qu'un joueur peut me contrer. Donc ici, il a une arbalète, ici, un calice. Il va pour pouvoir contrer ma faveur. Donc il va défausser ses cartes pour contrer ma faveur. Donc qu'est-ce qui va se passer si on contre? Déjà, on permet que le joueur qui a choisi cette faveur ne la gagne pas, mais en plus de ça, on va lui voler cette faveur. Donc c'est lui qui va gagner le jeton correspondant. Donc en fait, c'est assez cool parce qu'il y a beaucoup d'interactions et du coup, même si tu n'es pas la personne active, tu vas pouvoir voler des choses Tout à à fait. l'adversaire. On a de la chance quand même avec les différentes cartes, Mhm. mais vous voyez ici les petits points, ça représente le nombre de cartes de ce type-là qu'il y a dans tout le deck. Il y en a certaines qui sont un peu plus rares et d'autres un peu plus courantes. Ensuite, dès que la faveur a été contrée, soit gagnée par le joueur voulu, on va passer à une phase de changement de lune. Ce changement de lune, on va regarder à nouveau celui qui a choisi cette faveur. On va regarder quelle lune correspond à cette faveur. Donc ici, c'est une éclipse. Avec les cartes que j'ai en main, si j'ai la lune correspondant ici, je peux la défausser pour pouvoir gagner 1 d'influence. Et on peut le faire qu'une fois. On ne peut pas défausser plusieurs cartes pour gagner plus d'influence. Ensuite, c'est au tour des prochains joueurs qui vont choisir leur faveur qui leur intéresse. Et quand ce sera à nouveau mon tour, on va regarder ici. Ce sera la phase, en gros, des sacrifices. Tout est bien marqué. Ici, par exemple, pour pouvoir avoir un adepte, je dois avoir 2 cubes d'influence. Et si j'ai des flammes déjà posées sur le pentacle, ça fait 1 supplémentaire par flamme sur le pentacle. Mais là, vu que j'en ai pas, il faudrait que je défausse 2 cubes d'influence pour gagner un adepte. Là, c'est pas le cas, donc je continue. Est-ce que là, j'ai 3 jetons pouvoir pour pouvoir mettre un jeton flamme? C'est pas le cas. Est-ce que là, j'ai 3 adeptes pour mettre un jeton flamme? C'est pas le cas non plus. Imaginons qu'on a 3 adeptes. Donc, à la phase de sacrifice, ici sur les adeptes, j'en défausse 3. En soi, on les sacrifie. On va du coup placer une des flammes sur notre plateau de personnel et ça doit être absolument une des 4 ici. Celle-ci est la toute dernière. Donc, je vais placer une des flammes sur un coin du pentacle. Je peux choisir lequel, parce que ça va nous donner en fait un bonus. Par exemple, celui tout en haut, hop, je le pose là, ça nous indique que je vais gagner 2 d'influence et je vais le mettre sur mon plateau personnel. Mais c'est pas fini. Sur notre plateau personnel, on voit qu'ici qu'on a un M un peu maudit. Donc plus on va sacrifier des adeptes pour invoquer le démon, plus on va être maudit. Et donc par jeton flamme ici mis sur le pentacle, on va piocher une carte malédiction. Donc là, ça va être attribué à moi, parce que c'est moi qui ai placé ce jeton de flamme. Et là, il y a marqué, vous ne pouvez pas détourner une faveur si vous possédez le jeton pouvoir correspondant. Donc les jetons pouvoir, je le rappelle, c'est ces jetons-là. Donc si je l'ai, je ne peux pas contrer la faveur d'un adversaire. Donc ces cartes malédiction-là, on va les accumuler au fur et à mesure de la partie et ça va, du coup, on peut rééquilibrer le tout et on ne peut pas prendre non plus trop d'avance. On a aussi un autre type de cartes ici qui sont par exemple représentées par des cubes d'influence. Si on gagne une carte malédiction comme celle-ci, à la place de gagner ces cubes d'influence sur notre plateau, on va les défausser. Et ça, 3 fois. Donc voilà, on va en fait à tour de rôle du coup choisir une faveur et puis en fait on va continuer comme ça le jeu jusqu'à ce que quelqu'un ait mis tous ces petites flammes sur le pentacle et qui réalise une dernière faveur ou qui contre une faveur d'un adversaire. Et celui qui a fait ça gagne la partie. Donc du coup, s'il se joue, parce que tu disais qu'il jouait de 3 à 5, en termes de mécanique, ça fonctionnerait à 2. C'est peut-être au niveau des interactions. Non, moi, pour avoir joué à 3, Mhm. en fait, non, à 2, t'oublies. Non, t'oublies.
C'est vraiment pas fait pour un jeu à 2 joueurs. Déjà qu'à 3 joueurs, en fait, c'était assez rare, entre gros guillemets, c'est arrivé, qu'on contre un autre joueur. Parce que vu il y a pas assez de cartes qui sont distribuées, Ouais. il y a un peu de manque de take that. En fait, c'est là où je pense à 4-5 joueurs. Vraiment, on doit contrer les uns les autres. Ça doit être un bordel pas possible. Par contre, il faut quand même avoir dans une seule et même main les bons symboles correspondants. Ça augmente un petit peu les chances, mais pas tant que ça au final. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, on a des cartes qu'on appelle des cartes limiers, qui sont les loups, où en fait qui sont entre guillemets des bonus, parce que si on en a 2 dans la main, on peut le représenter comme un signe de n'importe quelle carte gardien. Ah oui, mais avoir 2 dans ta main, plus encore le bon symbole, sur 3 cartes. Mais ça peut arriver. Et on a aussi d'autres effets où on peut, si on se fait contrer, en fait, on a une compensation, on gagne de l'influence et on va en fait monter dans une barre, et à la fin de la barre, on peut gagner un limier gratuitement. Ok. Voilà. Puis toutes les autres fois, à partir de là où on se fait contrer, on gagne 1 d'influence. Voilà, exactement. Donc on a quand même une compensation si on se fait contrer. En fait, c'est super simple. Oui, de fou. Oui, c'est très très simple, ça joue vite, et il y a quand même une certaine stratégie. Parce qu'il y a par exemple un des coins du pentacle, ici, c'est de rejouer un tour. Donc on peut aussi enchaîner, genre vraiment. Et les cartes malédiction qui rajoutent du peps, c'est trop bien de se faire bloquer par ces cartes malédiction qui peuvent retourner en fait la situation dans le jeu. C'est arrivé que dans notre partie, qu'il y en ait un qui a 3 flammes de posée, il y en a quelqu'un qui en a 0, et en fait c'est lui qui a gagné la partie, tu vois. Ok. Et du coup, les cartes malédiction sont quand même assez bien équilibrées. Il n'y en a pas qui vont trop pénaliser quelqu'un par rapport à une autre carte. Alors déjà, pour contrer cet équilibre, on peut en fait dépenser de l'influence pour en piocher plusieurs quand on va en prendre une, et puis on pourra choisir dans l'une dans des le deux. lot, ouais. Voilà. Mais il faut dépenser de l'influence pour pouvoir avoir le choix. Si vous trouvez que la carte est trop compliquée à gérer. Ouais, ok. Donc ça permet encore de contrôler un petit peu l'aléatoire, mais mine de rien. C'est vrai que visuellement, c'est plutôt canon. Hein. Oui, c'est très très beau. Illustré par Fortifem, qui on le voit, hein, adore l'univers assez dark, qui fait des illustrations aussi dans des univers très très dark comme Cthulhu, etc. Mais voilà, moi franchement, c'est un coup de cœur, littéralement. Ok. J'ai carrément. adoré. Oui, j'ai trop hâte d'y rejouer, d'avoir au moins 3 joueurs et vraiment d'enchaîner des parties sur ce jeu. Parce qu'on s'y fait vite, et le plateau personnel est clair, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'il faut avoir comme carte pour contrer, tout est logique. Bon, c'est vrai qu'au final, je me sens presque prêt à jouer maintenant. Vanille. Mais voilà, masterclass pour moi. Très bien. Bon, je me réjouis de le tester aussi. Ça va être cool. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Mais de rien. Et on passe au prochain jeu. À tout de suite. Et du coup, le jeu suivant que je vais présenter, c'est Museum Suspect. Une petite nouveauté de chez Blue Orange. C'est Phil Walker Harding qui a fait ce jeu. C'est illustré par Maxime Sartou. Je ne sais pas s'il a fait d'autres jeux. Mais Phil Walker Harding, en tout cas l'auteur, il en a fait plein. Ok, très Et bien. notamment pas mal chez Blue Orange. Alors du coup, Museum Suspect, comment est-ce que ça va se dérouler ? Ça va se dérouler comme suit. On va avoir ici des indices. Ici, on aura des personnages, et il va falloir, grâce aux indices, retrouver quel personnage ou quels sont les personnages qui ont commis l'affre-crime. Voire même, est-ce que les personnages se sont pas échappés. On va avoir pour ce faire un calepin comme ceci, où on va pouvoir noter les indices et reporter dans cette grille-là, qui correspond à la grille ici, quels sont les personnages qui ne sont plus suspects, qui ont été disculpés. À notre tour de jeu, on va effectuer 2 choses. Première chose que l'on effectue, c'est de regarder une carte indice. En début de partie, les cartes indices n'ont aucun jeton dessus. Je prends la carte, je la regarde pour moi. Ici, par exemple, on a un premier indice. L'indice nous dit que le suspect, ou la suspecte, ne se trouve pas dans la salle violette. Du coup, ici, on va pouvoir noter là, on va pouvoir cocher cette case, puisque c'est la case qui correspond à cet indice. Et on va pouvoir également éliminer les cases des personnages qui correspondent à cet indice.
Ce personnage est dans une salle violette. Celui-ci aussi. Celui-là, ainsi que celui-ci. Je vais donc griffonner cette case, celle-ci, la dernière qui est là. Ce sont les personnages qui ont été disculpés. Je replace l'indice et il va falloir que je pose dessus un jeton d'une certaine valeur. Les valeurs que l'on a devant nous, elles vont aller de 1 à 6. Et on a un nombre limité de ces jetons. Du coup, à partir de maintenant, on va devoir placer un jeton d'une certaine valeur sur la carte indice que l'on vient de regarder. Si je souhaite protéger un petit peu entre guillemets cet indice, je vais donc placer un jeton d'une certaine valeur. Plus la valeur est élevée, plus l'indice sera difficile pour les adversaires à regarder. Imaginons ici, je décide de placer un 3. Il me reste encore un autre 3 ici, donc je ne prends pas trop de risques. Une fois que j'ai décidé de placer mon jeton indice ici, je vais placer un jeton suspect. Les jetons suspects se placent toujours sur la face cachée. Je suis obligé de suspecter quelqu'un. Je vais donc suspecter, imaginons, cette personne. J'ai misé dessus un 2, c'est-à-dire que je ne suis pas très sûr. Imaginons que ce personnage, en fin de partie, soit la personne qui ait commis le crime. Je vais donc gagner 2 points de victoire. Si la personne n'a pas commis le crime, alors je ne vais rien gagner du tout. Ensuite, c'est à la personne suivante de jouer. Elle va prendre n'importe quel indice. On a le droit également de prendre les indices qui ont déjà été visionnés par quelqu'un d'autre. Mais on refait la même chose. C'est ça. Donc là, par exemple, tu prends cet indice, Dylan. Tu vas reporter de nouveau ceci, tu reposes. Sur mon carnet, voilà. Et puis tu vas placer, si tu le souhaites, un jeton d'une certaine valeur. Je fais au bol. Hein. Du coup, maintenant, c'est à moi. J'ai le droit, comme je disais, de prendre cet indice et de le regarder. Maintenant, je suis obligé de placer un jeton de valeur 2, donc de valeur équivalente ou de valeur supérieure. Normalement, quand un indice n'a pas de jeton, on a le droit de ne pas mettre de jeton. Du moment qu'un jeton a un indice, on est obligé de mettre un jeton de la même valeur au minimum. Donc si on place un 6 à quelque part, eh ben, les autres personnes devront placer un 6 dessus, puisque la valeur est la valeur maximale. Une fois qu'on a fait 6 tours de jeu, on va regarder tous les indices et disculper les gens les uns après les autres. Si on a des jetons suspects sur les bonnes personnes qui sont suspectes, on gagne les points mentionnés. Sinon, on ne gagne pas de points. On a aussi tout à fait le droit, en cours de partie, de placer un jeton suspect sur l'entrée. Ça veut dire que le suspect s'est évadé. Parce que parfois, on a des combinaisons d'indices qui font que personne n'est suspecté, donc la personne qui a commis le crime s'est évadée. Donc voilà. Après, il y a des petits détails en plus, notamment il y a plusieurs types d'indices, mais globalement... Mais disons, globalement, voilà, c'est comme ça. Donc voilà pour la présentation de Muséum Suspect. Donc comme je disais, c'est un jeu vraiment familial, quand même avec un petit peu de réflexion, un petit peu de contrôle sur les adversaires. Comment est-ce que je vais essayer de les bloquer en mettant des jetons indices de valeur élevée, mais en même temps ça fait que je place un jeton indice de valeur élevée et donc que je ne l'ai plus après de mon côté. Donc je pourrais peut-être pas l'utiliser pour miser sur quelqu'un pour essayer de gagner des points de victoire. Donc la réflexion va plus loin qu'un simple jeu un peu... ça me rappelle presque le qui est en fait au final. J'avoue que ça va en termes de profondeur de jeu, c'est vraiment trop cool en fait. Ouais, c'est assez surprenant, je trouve. Oui, de fou. T'as une certaine stratégie à avoir si tu veux permettre plus facilement avoir accès à cet indice, etc. De prendre ces décisions-là, sont pas faciles et je pense que ça peut être du coup intéressant pour un enfant pour trouver le suspect, avoir un challenge en fait. Et au-delà de ça, on peut prendre le jeu de façon complètement plus légère. Enfin, on place un peu nos jetons à gauche, à droite. Ça me fait poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté bluff ? Dans le sens où tu vas mettre un haut chiffre parce que tu trouves l'indice incroyable, mais en fait, il n'est pas. Est-ce que ça arrive ou bien c'est pas vraiment... Alors, vu que j'ai fait une partie, je peux pas m'en rendre compte. D'accord, ok. Mais je me dis pas forcément parce que tu dépenses quand même un indice que tu pourrais mettre en point de victoire en fait. C'est ça. Ouais. Voilà, donc pas sûr. Mais faudrait faire plus de parties pour s'en rendre compte. C'est une strat en vrai. Ça peut. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. Ça se joue très très bien à toutes les configurations, je pense. On l'a fait à 3, c'était hyper cool. Je pense qu'à 2, ça fonctionne très bien également. Peut-être il y a un petit peu moins d'interaction sur les jetons que l'on place sur les indices. Voilà, je pense qu'à 3, c'était vraiment bien. À 4, c'est d'autant mieux parce qu'on se bloque encore plus. Mais je pense qu'à 2, c'est quand même chouette parce qu'on a quand même cette tension de
quels sont les indices que je prends, est-ce que je prends les bons ou pas. Et puis il y a quand même le côté aléatoire à ce niveau-là, ce qui fait que pour les enfants, ça reste accessible. On n'est pas que sur du contrôle pur et dur. Et pas de texte, enfin, à part à part les prénoms, mais sinon, ben, c'est de l'image. Il y a juste à cocher les images correspondantes et c'est tout, quoi. Oui, exactement. Au final, le jeu, on peut presque y jouer rien qu'en regardant C'est ça. le matériel. Enfin, il y a tout qui est assez clair. Les cartes indices, elles sont claires. Donc, Mhm. pas de souci à ce niveau-là. Il y a juste un petit détail sur la fin de partie et le décompte des points qui est légèrement plus complexe. Mais sinon. D'accord, ouais, très bien. Donc, Museum Suspect, c'était vraiment une jolie surprise. Bah, franchement, très cool, oui. Je suis étonné par ce jeu qu'il ait une telle profondeur, en fait. Ouais. C'est trop cool. Et voilà pour nos jeux de la semaine. Un jeu un peu plus costaud, mais tout à fait accessible quand même. Je pense que Oui, clairement. ça reste accessible à une grande majorité. 14 ans, vraiment juste pour la thématique au final. Parce qu'à 12 ans, voire même 10 ans éventuellement avec un enfant vraiment joueur, ça pourrait tout à fait Oui, convenir. clairement, oui. Donc, Aucun souci. et puis, Museum Suspect, bon là, on est un peu entre le Qui-est et le Cluedo, version enfant, parce que c'est court et facile à prendre en main. Ça me rappelle un petit peu The Key de chez ABBA, que j'ai vraiment adoré, mais The Key, qui est également 8 ans, est quand même plus complexe. Un enfant ici, face à un adulte, pourrait s'en sortir. À The Key, Un peu plus compliqué, quoi. Ouais. Mhm. Un enfant de 8 ans, même en jouant avec d'autres enfants, c'est tout de suite plus complexe parce que la réflexion va plus loin. The Key est plus 10 ans. Là, à 8 ans, c'est vraiment, vraiment top, je pense. Donc, si vous avez envie de proposer des jeux un peu d'enquête, de déduction et de ce style, Museum Suspect ira très bien. Très visuel, très simple. Ouais. Et puis, Si vous voulez sacrifier des adeptes, Voilà. c'est par là. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On espère que ça vous aura plu. Et puis à la prochaine. Jouez bien. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Tchuss. Salut.